psychothérapie ou la thérapie multidimensionnelle et dynamique ou dynamique et multidimensionnelle de Massamba Mampolo va porter sur un chapitre important développé dans ce livre sous le titre de Manifestation de l'esprit africain dans la maladie et la psychothérapie. Manifestation de l'esprit africain. Il est très important, quand vous suivez ce cours, de savoir que Massamba, c'est un gars qui est né au village, qui a grandi au village, qui connaît bien l'esprit africain. Puis après, qui s'est développé dans des stations missionnaires, à Sonampangu et à Kimpese. Et qui est allé parfaire ses études, d'abord à l'université officielle du Congo à Elisabethville, et ensuite il est allé aux États-Unis où il a fait coup sur coup un BA en sciences politiques administratives, un master en sciences politiques administratives, l'administration comparée, et en même temps aussi ses études théologiques, un BA, master et un doctorat en théologie. Nous avons affaire ici à un vrai savant en sciences humaines, et quand il fait ses études de théologie, il a aussi fait, et on ne donne pas tous les détails, la psychologie, la psychothérapie et une bonne partie de la psychiatrie. Et c'est très important. On a en fait ici affaire à un psychiatre pasteur, un pasteur psychiatre. Alors, et en même temps, un analyste de culture qui connaît bien la culture africaine dans sa langue maternelle. Alors donc, quand vous allez examiner, analyser les arguments les arguments de Massamba dans ces livres que vous aurez d'ailleurs, chacun de vous devra procurer une copie PDF aux conditions que nous avons déjà signalées à votre secrétaire général administratif, le docteur Ngato, pour le droit d'auteur que nous verserons à la famille Massamba. Donc chacun de vous va se procurer un exemplaire de ces livres et un exemplaire du deuxième livre. Les deux livres doivent être lus simultanément. Vous terminez le premier et vous continuez avec le deuxième. Le premier livre s'intitule « La libération des envoûtés » et le deuxième porte le titre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit interroge les esprits. C'est dans ce deuxième livre que Massamba va déployer ces dons de ministres qui apportent la délivrance à ceux qui sont sous le coup de l'envoûtement. Donc nous poursuivons notre présentation de la leçon 9 sous le titre de la manifestation de l'esprit africain ou manifestation de l'esprit africain dans la maladie et la psychothérapie. Nous sommes à la page 68 et nous allons à partir de là progresser jusqu'à la page 83. Et alors, commençons. Manifestation de l'esprit africain dans la maladie et la psychologie. L'introduction. Dans son introduction de ce chapitre, Massamba signale quelque chose de très important. Il dit, le but de la psychothérapie est de soigner la personne tout entière. Pas seulement la personne malade mentale, mais la personne tout entière. Cela découle de la compréhension globale de la maladie par l'Africain. Et même aujourd'hui, on comprend de plus en plus que la maladie est un phénomène global, que c'est un phénomène qui ne relève pas seulement de l'organisme, mais aussi, n'est-ce pas, de la psychologie de la personne et de son esprit. Il n'y a pas de différence nette entre la maladie mentale et maladie organique, pour la simple raison que chaque maladie organique, nous dit Massamba, comporte un élément non somatique qui requiert une psychothérapie. Même ici, maintes fois, on accompagne des gens qui souffrent de sida par des psychothérapeutes. Et les psychothérapeutes ne viennent pas soigner le sida, ils soignent tout ce qui n'est pas organique, qui relève de souffrances psychologiques. C'est pourquoi
On ne cherche pas à guérir seulement en utilisant des plantes, quand les gens se présentent chez ce qu'on appelle les médecins traditionnels ou les soignants traditionnels. On ne cherche pas seulement à guérir en utilisant des plantes, mais aussi en manipulant ce qu'on appelle, Massamba appelle les esprits des ancêtres. Et il faut être très très prudent quand vous écoutez ça, parce que ça vous permettra, quand vous recevez en clinique quelqu'un, de lui poser la question: êtes-vous allé chercher de soins chez un traditionnaliste, un thérapeute traditionnel? Et là, il va vous dire oui. Qu'est-ce qu'il a fait là? Vous voyez? Et ça va vous permettre justement de savoir quelle délivrance apporter à cette personne. Et Massamba, il sait que le thérapeute traditionnel, il manipule les esprits des ancêtres. Et vous savez, derrière ce que vous appelez les esprits ancêtres, eux ignorent quel genre d'esprit agit. Et vous, vous le savez en tant que chrétien loin de Dieu. Donc, et en plus de plantes, les tradipraticiens va aussi apporter le traitement en manipulant les esprits des ancêtres, en accomplissant des rites, des sacrifices et en socialisant la faute et la purification. Et nous allons le voir. Il y a tout un ensemble de facteurs qui contribuent à la guérison d'une personne dans la médecine traditionnelle. Donc ici, il manipule les esprits des ancêtres, il accomplit des rites et des sacrifices, il essaie de socialiser la faute et la purification, n'est-ce pas? Et nous verrons comment il le fait. On considère donc la maladie comme une force mauvaise qu'exerce sur l'individu ou les individus des puissances extérieures. Et c'est comme ça que les Africains comprennent. Nous sommes aussi en train de faire une analyse phénoménologique. Nous mettons entre parenthèses toutes nos croyances et toutes nos connaissances spirituelles. Et c'est là, à nos côtés, nous ne les transgressons pas, mais nous le mettons entre parenthèses, un peu de la manière phénoménologique, et nous allons analyser les phénomènes qui est présent devant nous. Comment l'Africain qui est malade se présente? Eh bien, il se présente comme un malade ayant été attaqué par des puissances extérieures qu'il appelle le Ndoki. C'est la raison pour laquelle on soignera par des rites, des rituels destinés à relier le patient à la communauté extérieure. Il y a donc 5 unités forces qui jouent un rôle significatif en psychothérapie traditionnelle. N'oubliez pas le titre « Manifestation de l'esprit africain dans la maladie et la psychothérapie ». Comment l'esprit africain, l'esprit traditionnel se manifeste? Et moi, j'irai plus loin. Comment l'esprit, si vous voulez, traditionnel se manifeste? Parce que quand on parle de médecine naturelle ici au Canada ou en Europe, c'est comme ça que cet esprit aussi se manifeste. Premièrement, comme unité force, il y a l'individu. L'individu qui cherche la santé, qui définit clairement comment il interprète sa maladie. Il dit, j'ai été attaqué par des sorciers, je suis sûr de cela. Et qui doit reconnaître sa mauvaise conduite personnelle s'il a fait une mauvaise conduite, ou alors il doit reconnaître qu'il a un problème avec un individu de sa famille. Et cela peut avoir contribué à causer la maladie. Donc, premièrement, il y a l'individu comme unité force. L'individu qui est concerné, qui est malade, qui cherche la santé. Deuxièmement, il y a les esprits des ancêtres à qui on demande de participer au processus de guérison. Il y a les esprits des ancêtres. Et c'est très important pour vous. N'allez pas vite en besogne et commencer la délivrance. Vous devez d'abord écouter quel esprit. Pour identifier l'esprit, connaître l'esprit et viser juste dans votre période d'autorité pour délivrer la personne. Quel esprit des ancêtres? Il y a les esprits des ancêtres. Troisièmement, donc il y a l'individu qui est malade et qui cherche la guérison, la délivrance. Il y a les esprits des ancêtres à qui on s'adresse par les tradipraticiens, pas par le pasteur, s'il vous plaît, par les tradipraticiens pour la guérison ou la protection du sujet malade. Troisième unité force, il y a les membres vivants de la famille et du clan
qui participent activement à ce processus. Vous avez l'individu qui est malade, vous avez les ancêtres, les esprits des ancêtres, vous avez les membres du clan, d'ailleurs, qui vont insister qu'il faut faire quelque chose, il faut recourir aux ancêtres. Quatrièmement, il y a les guérisseurs, les thérapeutes traditionnels, et ces assistants qui facilitent et dirigent le processus de guérison, les guérisseurs, qui est là, et on trouve en Afrique, presque dans chaque village, on retrouve des guérisseurs, ou dans chaque région, de 5-10 villages. Il y a les guérisseurs, donc, quatrièmement, qui jouent un grand rôle avec ses assistants et qui facilitent et dirigent le processus de guérison. Cinquièmement, il y a le public qui sort de témoins, des gens qui ne sont pas de la famille, mais qui sont de voisins, qui sont de la belle famille, qui sont de cousins, etc., le public qui sert de témoins. Alors vous avez donc ces 5 pôles, l'individu qui est malade, les esprits des ancêtres à qui on demande de participer pour le processus de guérison et de protection du sujet malade, les membres vivants du clan qui participent activement, l'oncle, la tante, etc. Les membres vivants du clan, donc, les guérisseurs lui-même avec ses assistants qui facilitent et dirigent le processus de guérison, le public qui sert de témoin. Alors, maintenant, j'aimerais, ensemble avec vous, regarder comment on procède pour que ces 5 unités forces se mettent ensemble et à travailler pour la guérison ou la protection de l'individu qui est malade et menacé de mort. Et c'est très très important ce que nous allons faire ensemble ici. Nous allons regarder, disons, 4 dynamiques. Nous allons voir 4 dynamiques au départ. Première dynamique, la palabre thérapeutique. Deuxième dynamique, la dynamique du sacrificiel, les sacrifices qu'on fait. Troisième dynamique, la dynamique de la symbolique, les symboles qu'on utilise pendant la cure de guérison. Et enfin, troisième dynamique que nous allons voir encore pour commencer, la dynamique de la thérapeutique communautaire. Commençons par la dynamique de la palabre thérapeutique. La palabre thérapeutique est une technique. Et dans cette technique, la maladie, comme on l'a noté avec Massamba, est considérée comme un agent extérieur qui envahit la personne qui est malade, qui vient troubler la personne qui est malade à travers son corps, qui vient attaquer son corps. Et dans la palabre, on va rechercher et à neutraliser cet agent destructeur qui se tient habituellement dans la maison du patient. On s'engage donc sur le chemin de guérison. Alors la palabre thérapeutique dans beaucoup de sociétés africaines constitue la première étape et la plus immédiate pour un diagnostic et un plan de traitement, nous dit Massamba à la page 69 de son ouvrage. Donc on utilise la technique de la palabre thérapeutique pour amorcer le processus de guérison, pour se mettre en chemin vers la guérison et poser le diagnostic. Alors c'est très important, il dit, dans quelques groupes comme les Ewondo du Cameroun, les diagnostics du devin ou du guérisseur traditionnel, qui est comme un devin, et nous allons voir à quoi il fait appel, sert de point de départ. Dans d'autres sociétés comme les Bakongo du Bas-Zaïre, et du Bas-Congo, si vous voulez, du Congo central, et nous avons pu dire pour les Luba comme pour le Mongo ou le Titela, l'ancien du clan prend la place du sacrificateur ou du devin ou du guérisseur, l'ancien du clan, parce que c'est lui qui assure la protection du clan.
Et s'il faut appeler un guérisseur, ce guérisseur vient sous l'autorité et l'intervention du chef des clans. Makang Mambo, un autre thérapeute spécialiste, un Camerounais, il parle du rite de l'essier, E-S-Y-E, l'essier, ou l'essier. Ce rite, chez les Owondo du Cameroun, est un rite qui est utilisé pour soigner les malades qui se plaignent de problèmes mentaux et de problèmes physiques, problèmes dans leur corps. Alors, le guérisseur diagnostique la cause de la maladie à travers ces rites de l'essier et il découvre souvent des conflits sociaux qui sont à la base de la maladie. Les membres du clan se rassemblent pour la palabre, ils forment des petits groupes de sexe selon le sexe ou l'âge, et des groupes de mamans et de papas, et des groupes des aînés et des plus jeunes, et chacun des participants exprime ses griefs contre le patient et le souhait qu'il formule à son sujet. Après consultation, le porte-parole de chaque groupe de jeunes, le groupe de vieux, le groupe de mamans, le porte-parole de chaque groupe présente le rapport de griefs et de souhaits de chaque membre. L'assemblée est présidée toujours par l'ancien du clan. Makang Mambong dit, le porte-parole du groupe de frères déclare, ces frères reprochent aux patients de ne pas prendre soin d'eux. Il les vole parce que lui a été aidé et il n'aide pas personne. 4 des frères demandent la restitution. 3 frères demandent qu'on partage la dot de leur sœur mariée que ce frère détient lui-même. Il a eu la dot puis il n'a pas voulu partager avec les autres. Les 4e plus fâchés que les autres demandent restitution de ces 4 chèvres volées. Alors, notre frère ne mourra pas si nous faisons ça. Et les porte-parole du groupe, les enfants déclarent, anciens, les fils non mariés de votre frère, spécialement les plus jeunes, sont mécontents de cet homme, qui est notre père qui est malade, parce que il est égoïste, il n'aide pas les autres à se marier, et lui a 5 femmes. Alors, ils vont arranger, n'est-ce pas, dans la palabre, ce problème. Le porte-parole du groupe de femmes va s'élever et va dire, eh bien, nous sommes en colère, mais nous souhaitons qu'il soit en bonne santé, et malgré que cet homme ne faisait pas du bien de la famille, nous savons qu'il va vivre et il vivra. Alors, tout ira bien. Alors, l'ancien va parler à la fin. Et il va parler de cet homme qui est malade. On lui donne le nom ici de Zana. Il va dire, Zana, voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais tous les clans, les groupes de femmes, les jeunes comme les vieux, te pardonnent et nous voulons maintenant que tu suives tes soins et que tu sois guéri. La première étape dans le processus de guérison est donc le rétablissement de l'espoir, de la confiance et la restauration de la relation entre le patient et les membres de son clan ou de sa famille. Et c'est là que les Africains viennent avec leurs histoires des ancêtres. Nous allons voir l'ancestralisme, qui est d'ailleurs le pendant africain ou le correspondant africain des cultes des saints chez les catholiques. On va revenir là-dessus. On va, comme on dit, péter les ballons. On va démonter ce qu'il faut démonter pour déconstruire ce qu'il faut déconstruire pour aller tout droit vers le but. Les guérisseurs, dans la palabre thérapeutique, jouent le rôle d'intermédiaire entre le malade et sa parenté pour que toute relation rompue puisse être restaurée.
il emploie une thérapeutique directive dans sa façon d'offrir des suggestions. Il ne demande pas les avis. Il vient, il faut faire ceci, il faut faire cela pour arriver à de bons résultats. Chez le Bas-Congo, la palabre suit presque le même processus que chez les Ewondo, excepté la présence du devin qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas d'ailleurs une pratique générale. Souvent, c'est le vieux de la famille qui préside la réunion. Chaque fois qu'il y est, tandis qu'au Cameroun, il y a souvent des devins qui sont là. Chaque fois qu'il y a une maladie dans les clans, chez le Bas-Congo, l'ancien Ba le rappelle. C'est lui qui appelle tout le monde, tous les membres de la famille, pour un diagnostic collectif immédiat et pour un plan de traitement. On écoute chaque membre, aussi bien que le malade. L'entretien, voici l'entretien que Dr Massamba nous propose, qui a eu lieu dans son village alors qu'il venait de retourner de ses études de 6 ans aux États-Unis. Lors de son premier séjour d'études aux États-Unis, il a fait 6 ans, il était de retour à son village alors qu'il travaillait à Kimpese où il était affecté à l'école de théologie. Et il entre au village, il rencontre un problème. Le problème, il donne le numéro 6 à cet individu qui s'appelait Zola, qui était âgé de 35 ans, qui était du sexe masculin, qui était célibataire. Voici l'histoire de Zola. Les parents du malade avaient déjà dépassé la cinquantaine. Ils étaient mariés depuis plus de 35 ans, puis un jour le père se décide, alors qu'il avait déjà 3 filles, toutes mariées, et 3 garçons, il se décide de divorcer avec sa femme pour prendre une autre femme. Alors, le malade qui était le 3e garçon était frustré. En 1964, quand le père a pris la décision de divorcer leur mère. Et c'est à ce moment-là que lui qui étudiait dans un collège de la région s'est décidé d'aller voir son père pour lui demander de revenir avec sa mère. C'est Zola qui était un gars timide est devenu très engagé pour ce problème-là en 1964 parce que pendant qu'il était à Tumba, une école secondaire catholique, il devint excessivement pieux, il priait, il allait à la messe. Et en même temps, il était devenu très hostile et agressif envers les hommes adultes. Après le divorce de son père avec sa mère. Il demandait donc une autorisation d'absence à l'école, puis retournant au village pour aller demander, comme je le disais, à son père de retourner avec sa mère et de se séparer avec sa nouvelle femme. Et le père ne voulait pas faire ce qu'il lui avait demandé. Alors Zola était déprimé et Zola avait décidé d'abandonner les études. Il est retourné au village et là il faisait une crise de folie. Vous allez trouver tout le détail à la page 71 et à la page 70, 71 et 72 du livre intitulé « La libération des envoûtés ». Quand Dr Massamba est retourné à son village, après avoir passé 6 ans aux États-Unis et étudié la psychothérapie, les sciences pastorales, il parle avec son oncle paternel de Zola, pour obtenir de la famille élargie des informations sur la situation de Zola qui vivait dans un village retiré, qui s'était battu un coin à lui-même au village, loin du village, et qui vivait une vie de moine, une vie de solitaire. Et il a voulu parler, le pasteur Massamba a voulu parler, s'est décidé de parler avec le
l'oncle paternel de Zola, qui était aussi de sa famille, pour lui demander s'il pouvait aller avec Zola à Kimpese. Le soir, la plupart des membres de la famille furent invités à se rencontrer avec le pasteur Massamba, qui, au préalable, avait déjà eu de contact avec Zola, qui était content de revoir ses grands frères qui étaient allés longtemps à l'étranger étudier. Alors, Dr Massamba a réuni toute la famille autour du feu, et Zola est venu pour la première fois depuis qu'il fait ses crises au village. Quand Zola est arrivé au village, il s'est assis dans l'assemblée. Dr Massamba a commencé à obtenir d'abord l'accord de la famille pour que Zola aille à Kimpese. Je vous ai réuni ici pour que Zola puisse aller avec moi à Kimpese parce que je vois qu'il est malade, il faut s'occuper de lui. Mais, comme il dit, mon programme caché, nous dit Massamba, et quand vous faites la thérapie, il faut toujours avoir votre programme caché. Comme Jésus avait toujours son programme caché. Mon programme caché était de mettre le parent au courant de la dynamique psychologique de la maladie de Zola. Il y avait davantage de monde à cette palabre que les interlocuteurs de l'entretien qui suit. Alors, là, l'ancien de la famille a dit, c'est ma responsabilité en tant qu'ancien de m'assurer qu'on s'occupe comme il faut de chaque membre de la famille. Zola est malade depuis ces dernières années. Vous savez comment nous avons essayé de le faire soigner. Il s'est enfoui de l'hôpital et la médecine traditionnelle n'a pas été efficace du tout pour le soigner. En tant qu'aîné, je n'ai pas permis qu'on amène Zola chez les Nganga, chez le devin, et là c'était un village protestant. Nous avons fait de notre mieux. Mais peut-être que nous n'avons pas fait tout ce que nous pouvions. L'un de nos enfants, qui a été absent durant 6 ans, est de retour chez nous. Et il voudrait emmener Zola avec lui à Kimpese. À vous de dire oui ou non. Alors, après, Dr Massamba a pris la parole et dit, je suis heureux que vous soyez tous venus pour discuter de ce que nous pouvons faire pour Zola. Je sais que vous avez fait beaucoup. Le père de Zola qui prend la parole et dit « Beaucoup de gens, y compris Zola lui-même, m'ont accusé de kindoki, de sorcellerie, disant que j'avais donné mon fils Ondoki pour devenir plus riche. Je voudrais dire encore une fois que je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable de cette accusation. Ce n'est pas moi qui suis la cause de cette maladie. » Et la mère a dit, mais qui t'a accusé? En tout cas, pas moi. Nous ne devions pas parler de Kindoki à cette réunion. Nous cherchons la guérison de Zola. Chacun approuvera cette déclaration de la mère. Tout le monde dit, ah, c'est bon. Ça, c'est une déclaration qui nous réconcilie tous. La sœur dit, père, tu es toujours sur la défensive quand on parle de soigner Zola. Nous ne t'accusons jamais de Kindoki. Tu t'accuses toi-même d'une chose dont personne n'est au courant. Et l'ancien de la famille nous dit, nous sommes ici pour décider si Zola va à Kimpese. J'aimerais entendre ce que Zola lui-même dit. Alors Zola prend la parole. Si Mbuta ne me pousse pas à me marier pendant que je suis à Kimpese, je suis d'accord. Ah, la mère dit, mais tu m'as toujours dit que tu allais te marier un jour. Et alors, Dr Massamba qui dit, veux-tu que je te choisisse une jeune fille, une très belle fille à Kimpese? Et Zola dit, avec sourire, je veux devenir moine, un moine catholique. Cela veut dire que je veux rester célibataire. Donc, paternel, comment devenir moine? Tu ne veux pas laisser un enfant sur la terre? Zola dit, je veux dire un prêtre, un enfant. Je ne veux pas qu'il soit malheureux comme moi. Pas d'enfant pour moi. Et alors, en continuant la discussion, Zola va parler justement de la manière dont il a été maltraité par son père et du comportement de son père. C'est là qu'on découvre que Zola refuse de se marier parce qu'il ne veut pas être comme son père. Et alors l'ancien
va essayer de faire parler tout le monde pour écouter justement les vrais problèmes. Et c'est là que le père, après avoir écouté Zola, qui a ouvert son cœur, va dire « Je regrette mon fils, je vois maintenant pour la première fois combien je t'ai offensé. Je me rappelle que tu m'as dit quand tu es revenu de Tumba que je ne suis pas la seule personne qui peut peupler le monde avec des enfants. Je ne savais pas ce que tu voulais dire. Maintenant je le vois. Je parlerai avec ta mère. » Alors il prend les mains de Zola et il dit un mot qui dit Mpembompolo, c'est-à-dire il est en train, n'est-ce pas, de déclarer la paix et la guérison de son fils. Je n'ai rien contre toi. Je te souhaite une bonne santé pour que tu puisses revenir nous aider et aider tes sœurs. Il les fit sauter 3 fois en l'air et écrasa de la salive sur son front. Il laissa lentement tomber ses mains. Que les ancêtres, il dit, et Dieu soit avec toi. Toujours le recours aux ancêtres. Toujours. Alors l'ancien conclut, il y a accord général pour que Zola puisse être guéri et qu'il parte avec notre aîné qui vient des États-Unis à Kimpese. Ainsi dit, aussitôt fait, Zola est allé avec Dr Massamba Kimpese et là il a suivi le traitement clinique pour soigner sa schizophrénie de type paranoïde avec des médicaments. Voici le plan de traitement à Kimpese. Zola a subi un examen médical. À part des ankylostomes, on ne trouva aucun désordre physique qui puisse être la cause de son état physique, parce qu'il maigrissait. On lui donna de la chlorpromazine, pour soigner plutôt son problème de schizophrénie, 100 mg 3 fois par jour, durant 1 mois, et il y a réagi très bien. Ce traitement était très bien. Et il y avait des traitements psychothérapeutiques aussi qu'il fallait faire. Et pendant presque 2 mois, Zola vint chez le pasteur Massamba chaque jour pour son traitement. Il était évident que Zola avait conscience de sa colère contre son père et qu'il était peu utile de s'occuper d'une culpabilité névrotique enveloppée dans son inconscience. Aussi, la thérapeutique visant à lui faire découvrir la signification de sa colère, en liaison avec le but qu'il voulait suivre, qu'il voulait atteindre. Tant qu'il restait à Kimpese, Zola était tout à fait en bonne santé. Tant qu'il restait à côté de Dr Massamba. Mais dès qu'il est retourné au village, il est retourné malade. Après avoir mené une vie sociale pendant 2 ans, il est retourné malade. Il a manifesté encore une certaine régression parce que son père est resté dans le même état, toujours divorcé avec sa mère. Et on a constaté que Zola ne pouvait pas tolérer, accepter cette situation-là. Voilà donc, on termine là avec la dynamique de la palabre thérapeutique qui peut contribuer à explorer une situation existentielle très complexe comme la situation de Zola. Voyez-vous que Zola était un élève très intelligent à l'école, mais le divorce de son père avec sa mère lui causa des troubles tels qu'il devint schizophrène. Il ne pouvait plus supporter la vie en famille. Les traitements que son père avait réservés à sa mère étaient tellement mauvais que Zola ne pouvait plus supporter de vivre sur la terre et il perdit, n'est-ce pas, le contrôle de sa vie mentale. Alors donc c'est très important de savoir que le fait de réunir Zola au village
avec ses oncles, avec ses tantes, avec ses sœurs, avec ses frères, avec son père, avec sa mère, a fait sortir le vrai problème. Hein, quand on disait que son père était sorcier, ou quand son père se disait sorcier, en fait, son père cachait le vrai problème, le véritable problème, c'était le divorce de son père avec sa mère. Nous allons suivre les autres dynamiques et analyser, examiner les autres dynamiques dans les leçons qui suivent.